Voilà, cette guerre en Ukraine et notamment la guerre des drones. Je vous le disais hier, lundi, 479 drones russes ont été envoyés sur le territoire ukrainien en 24 heures seulement. La semaine dernière, des drones ukrainiens ont été lancés à 4000 km de la frontière au fin fond de la Sibérie. Le constructeur automobile français Renault envisage de produire des drones en Ukraine. Pour parler de cette guerre des drones, un invité ce matin, le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir chez nous ce matin. Vous êtes notamment rédacteur en chef de la revue Défense nationale. D'abord, est-ce que les drones sont devenus l'arme de guerre aujourd'hui la plus efficace ou la plus utile, que ce soit pour l'Ukraine ou pour la Russie ? En tout cas, c'est la plus utilisée. Et ce, depuis le début du conflit, le 24 février 2022. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une évolution permanente de l'usage des drones, donc depuis plus de 3 ans, avec un usage à la fois qui augmente quantitativement, maintenant c'est des centaines de drones par jour, et qualitativement, avec un spectre d'utilisation de plus en plus large. Ça va du drone marin, jusqu'au drone capable d'aller frapper à plusieurs milliers de kilomètres. C'est ça, quand on parle de drone, on parle de quoi? Ça peut être un tout petit appareil pour détruire un char, comme une sorte de mini-avion. Exactement. En fait, qu'est-ce qui caractérise un drone? C'est son autonomie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote à bord. Il est piloté soit par un guidage GPS, soit par de la fibre optique, soit par des télécommandes. En tout état de cause, il est capable de remplir de très nombreuses missions. De l'observation, c'était ça particulièrement au début en quelque sorte, voire on va dire de l'autre côté de la colline, mais aujourd'hui, eh bien, il est capable de transporter des charges explosives, des charges de guerre électronique, donc c'est vraiment d'usage courant et avec des quantités qui nécessitent une fabrication industrielle. Et ça coûte pas cher. Et oui, c'est ça l'avantage. Ça coûte pas cher, ça fait des dégâts et inversement, ça épargne en quelque sorte des vies humaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre au plus près de l'ennemi du soldat. Néanmoins, bien entendu, par contre, pour le soldat adverse, le drone est devenu aujourd'hui l'ennemi numéro 1. C'est en train de changer la façon de faire la guerre. Par rapport aux hélicoptères, par exemple, on a l'impression qu'on ne voit plus d'hélicoptères à l'œuvre. D'ailleurs, des hélicoptères russes qui coûtent des millions de dollars sont tombés sur les terrains d'opération au tout début de la guerre. Et aujourd'hui, on voit également moins de chars d'assaut. Oui, parce qu'en fait, ils sont très vulnérables. Alors, on va trouver des parades de lutte anti-drone. Vous savez, c'est toujours, depuis l'histoire de l'humanité, la course entre le bouclier et l'épée. Ouais. Donc, il faut en permanence améliorer le bouclier. Alors, par exemple, pour un char, il faut des protections. Ça pèse lourd, ça le gêne dans son autonomie. Et puis, on va utiliser des moyens de guerre électronique, par exemple, pour brouiller le drone. Mais c'est une course technologique en permanence, ce qui veut dire d'ailleurs une obsolescence très rapide des drones. C'est-à-dire ceux du début de la guerre, aujourd'hui, ne sont plus utilisés parce qu'ils sont devenus totalement obsolètes. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux modèles de drones qui sont aujourd'hui sur le terrain. Sur le principe, ça peut paraître archaïque parce qu'ils ont un fil qui sont attachés à eux. Mais en réalité, c'est une fibre optique pour éviter les brouillages et pour pouvoir aller taper l'adversaire. Exactement. La fibre optique, à moins de la couper, eh bien, elle permet de guider. Et donc, elle est totalement, en quelque sorte, étanche au système de brouillage. Et c'est vrai qu'il y a une multiplication des drones à fibre optique. Alors, c'est essentiellement des drones utilisés sur un plan tactique, c'est-à-dire sur la ligne de front, sur plusieurs centaines, voire quelques kilomètres, parce que les drones capables d'aller à plusieurs milliers de kilomètres, eux, ont besoin d'un guidage autonome. Et puis, ils ont besoin, pour certains aussi, d'être extrêmement mobiles. Il paraît que sur le front, désormais, vous voyez des bandes de fibres optiques partout, de tous ces drones qui ont été envoyés, que ce soit par les Russes ou les Ukrainiens. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça posera à terme la problématique de la pollution du champ de bataille. Il va falloir, si un jour il y a la paix, des décennies pour dépolluer le champ de bataille entre les munitions non explosées, les débris, les carcasses de véhicules blindés, et vous l'avez souligné, ces fibres optiques qui sont aujourd'hui très utiles, mais qui demain devront être nettoyées. Mais ce demain est en très loin. La Russie dépend encore aujourd'hui des drones iraniens Shahed, ou elle a développé sa propre production? Alors, en fait, elle fait les deux. Par exemple, elle fabrique sous licence les drones Shahed. Elle produit environ 100 drones Shahed par jour. Et elle développe aussi d'autres technologies. En fait, on est vraiment dans une course permanente, à la fois donc améliorer la capacité des drones et en même temps trouver des systèmes pour lutter contre les drones adverses. Et il faut souligner que les Russes ne sont pas plus bêtes que les autres, et eux aussi font des progrès dans ce domaine-là. Et qui est en pointe, d'ailleurs, dans le domaine ?
Alors, difficile à dire. Oui, néanmoins, je pense que les Ukrainiens sont davantage en pointe. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est la problématique, c'est David contre Goliath, c'est-à-dire que face à l'adversaire russe beaucoup plus nombreux, beaucoup plus armés, et les Ukrainiens ont dû trouver des biais, en quelque sorte, des modes d'action différents. Donc il y a une ingéniosité ukrainienne, une rapidité à développer de nouvelles capacités, d'où d'ailleurs la raison de l'accord à venir entre Renault et donc la défense ukrainienne. Oui, Renault qui confirme avoir été contacté par le ministère français des Armées pour fabriquer des drones sur le sol ukrainien. En quoi est-ce qu'un constructeur automobile peut avoir la technologie nécessaire pour fabriquer des drones? Alors, en fait, il y a Renault et une entreprise française fabriquant des drones. Et en fait, l'idée, c'est de bénéficier d'abord de l'expérience des Ukrainiens, c'est-à-dire en les fabriquant sur place, on va dire les boucles entre ingénieurs, utilisateurs, techniciens et la fabrication vont être très courtes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, Renault a, depuis sa création, depuis la guerre de 14-18, a toujours fabriqué des matériels militaires, oui, des chars, des camions, et avec une capacité, en fait, à de grandes quantités. Aujourd'hui, nos entreprises qui fabriquent des drones, les fabriquent, je dirais, presque de manière encore artisanale, avec des cadences de production qui sont de l'ordre de quelques dizaines de drones par jour ou par semaine. Là, il faut passer à une échelle industrielle. Et là, il y a un savoir-faire que Renault possède, et c'est la raison pour laquelle on va fabriquer donc des drones, non pas conçus par Renault, mais assemblés par Renault, pour être au plus près donc des utilisateurs ukrainiens qui, eux, sont très en avance et qui vont nous permettre, alors, pour les forces armées françaises, de bénéficier d'un retour d'expérience extrêmement utile. Oui, parce qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Les Français, on est en retard là-dessus. On a bénéficié des Raptors américains pendant des années, notamment au Sahel. On n'avait aucun dispositif. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs, de grands drones. De grands drones, bien entendu, oui, oui. On est très en retard. On est, alors je veux dire, relativement en retard. Dans certains domaines, sur les petits drones, on fabrique énormément. D'ailleurs, on vend, y compris aux États-Unis. Mais il faut passer à une échelle industrielle avec un élément qui est essentiel, c'est la problématique de l'obsolescence. C'est-à-dire que ce que je peux acheter sur étagère aujourd'hui, dans 6 mois, sera en partie obsolète. Pas tellement sur la partie propulsion, mais sur la partie télécommande, notamment à cause du brouillage et des techniques utilisées par les Russes. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet accord nous permettra d'aller vite, de produire au profit des Ukrainiens, mais aussi de bénéficier de ce retour d'expérience, parce que l'objectif n'est pas de constituer des stocks de milliers de drones pour l'armée française. Comme je vous l'ai dit, l'obsolescence est rapide, ouais. Mais par contre, de pouvoir monter en cadence très rapidement si nécessaire. Et les fantassins dans tout ça. On a parlé des chars, des avions, des drones. Les fantassins, c'est de la chair à canon aujourd'hui sur le terrain d'opération. Alors c'est bien ça d'ailleurs la problématique. Et les fantassins ukrainiens utilisent énormément de drones pour attaquer l'adversaire. Mais il est clair qu'aujourd'hui sur le champ de bataille, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Russes ont beaucoup de mal à percer. Parce que là encore, c'est la guerre de tranchées. Pour se protéger des drones adverses... On ne peut plus se cacher. On ne peut plus se cacher, donc il faut s'enterrer en quelque sorte. Et donc on a en quelque sorte à la fois la guerre 14-18, les tranchées, les blocos, les barbelés, pour empêcher l'adversaire de pénétrer, et puis jusqu'à la technologie des drones aujourd'hui, utilisant tous les moyens, les smartphones, les tablettes, l'intelligence artificielle, et c'est ça ce qui rend cette guerre à la fois meurtrière, mais qui est un accélérateur de technologie. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, de nous avoir éclairé sur cette passionnante question des drones. On n'a pas fini d'en parler.